Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en histoire sur le thème « Gouverner la France depuis 1946 ». Dans cette vidéo, nous en verrons la première partie. Le 15 juin 1981, quelques jours après son élection à la tête de la République française, François Mitterrand disait « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a besoin aujourd'hui d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Ainsi, ce pouvoir fort et centralisé représente l'État, qui occupe une place centrale en France depuis longtemps, où il a contribué à la construction de la nation. On parle donc d'État-nation. Le concept d'État-nation apparaît dès le XVe siècle, mais s'impose suite à la Révolution française. Il allie sur un territoire bien défini le sentiment d'appartenance de la population à un pouvoir étatique qui organise et protège grâce à ses pouvoirs régaliens, la justice, les impôts et ses institutions. C'est dans la forte empreinte de cet héritage historique que s'inscrit l'action des gouvernements qui, depuis 1946, année de la fondation de la 4e République, redéfinissent et adaptent l'État et son administration, c'est-à-dire l'ensemble des institutions chargées d'appliquer les décisions du gouvernement. Redéfinition et adaptation pour répondre aux différents défis que la France doit relever. Reconstruction, puis modernisation, crise, mondialisation. En effet, depuis les années 1980, l'influence de la construction européenne et de la mondialisation des échanges se traduit par l'érosion des pouvoirs de l'État et oblige à penser autrement les modes de gouvernement. Quelle mutation l'État-nation français a-t-il connue depuis 1946 ? 1946-1958, restauration et modernisation de l'État sous la 4e République. L'État guide d'une nation retrouvée. Quelle est la place de l'État dans la restauration et la modernisation de la France entre 1946 et 1958 ? Cette restauration et modernisation de l'État débute dans un contexte difficile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la résistance, la France intègre le camp des vainqueurs en 1945. Un pays nouveau se reconstruit sur les bases du programme du Conseil national de la résistance. L'État doit donc relever un défi économique et social, reconstruire le pays et apporter du bien-être à sa population. C'est donc la mise en place d'un État keynésien, c'est-à-dire un État interventionniste qui soutient la demande et investit pour relancer ou soutenir l'activité économique. Le terme vient de l'économiste britannique Keynes qui a inspiré dans les années 1930 le New Deal de Roosevelt aux États-Unis. On peut donc parler d'un New Deal français. L'État devient entrepreneur en développant les infrastructures lourdes qui exigent de très lourds investissements dans le transport ou l'énergie. L'État décide aussi de nationaliser les secteurs stratégiques de l'économie. Il s'assure ainsi du contrôle du crédit en nationalisant la Banque de France et 4 banques de dépôt, comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale. Il contrôle la production d'énergie, charbon, gaz, GDF, EDF, le secteur des transports aériens, Air France ou l'automobile avec Renault, et ferroviaire en créant la SNCF. La mise en place d'une planification indicative appuyée sur des outils statistiques modernes avec la création de l'INSEE donne de la cohérence à l'action de l'État. C'est la création aussi du commissariat au plan en 1946, par exemple, qui oriente et coordonne le secteur public. Pour mener à bien cette restauration et cette modernisation, l'État doit donc avoir à sa disposition un personnel de qualité en renforçant les cadres administratifs, en préparant la formation des hauts fonctionnaires qui vont diriger les grands corps de l'État. C'est pour cela que l'État crée l'ENA, l'École nationale d'administration. L'État joue aussi un rôle social important. C'est la création de la sécurité sociale en 1945, des HLM en 1947 ou du SMIC, salaire minimum, en 1950. Il devient l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui intervient pour diminuer les inégalités et protéger sa population contre les risques de l'existence. La France, que cette guerre a divisée et affaiblie, a donc comme autre défi majeur de restaurer la République après la parenthèse du régime de Vichy. Les institutions de la 4e République, 1946-1958, sont donc le reflet de ce rapprochement de l'État et de la nation. Adoptée de justesse par un référendum marqué par une forte abstention, la Constitution de 1946 donne à l'Assemblée nationale de très nombreux pouvoirs. Élue pour 5 ans,
Maîtresse de son ordre du jour et siégeant en permanence, elle a l'initiative et le vote des lois. Avec le Conseil de la République, elle participe à l'élection du président de la République qui reste le chef de l'État, mais dont les prérogatives sont limitées au choix du président du Conseil avant son investiture par l'Assemblée nationale. L'exécutif est donc lui bicéphale. D'un côté, le président de la République élu pour 7 ans qui a des pouvoirs limités comme nous l'avons vu, de l'autre côté le président du Conseil qui dirige le gouvernement. Ainsi, l'exécutif est dépendant du législatif, c'est le reflet de cette volonté de démocratie après la période de l'occupation et du régime de Vichy. Le mode de scrutin de liste proportionnelle permet à de petits partis de jouer un rôle charnière, qui les rend indispensables à la formation d'une majorité, mais celle-ci peut se révéler fragile dès lors que des désaccords apparaissent dans la coalition gouvernementale. C'est la raison pour laquelle 24 gouvernements se succèdent en 12 ans, les présidents du Conseil préférant démissionner avant de subir le vote d'une motion de censure. Les oppositions sont nombreuses entre les partis sur différents sujets comme la question scolaire, la décolonisation, les réformes sociales et la politique de défense européenne. Deux partis constituent une puissante force d'opposition systématique hostile à la 4e République. D'abord le Parti communiste français, puis le Rassemblement populaire français, partisan, comme le général de Gaulle son chef, d'un exécutif fort. À bientôt pour une prochaine capsule.